Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau court-métrage. Ce soir, un épisode un peu spécial, car nous allons tester notre nouveau format, les sorties ciné. Du coup, le principe de l'émission va être un peu différent ce soir. On va pas vous faire de description scène par scène. On va vous donner nos avis, nos impressions en fait sur les films qui sont sortis au mois de novembre, les uns après les autres. Du coup, avec moi ce soir, Justine. Bonsoir. Maëva. Bonsoir. Norman. Bonsoir, jeune moldu. Et Paco. Bonsoir. Et comme vous l'avez compris, du coup, ce soir, on va parler des Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald, mais c'est pas le seul film qu'on va aborder. Il y aura aussi Comme vous l'avez compris, vous avez aussi décelé que nous allions parler c'est quoi? C'est la mauvaise éducation, c'est ça? Mauvaise herbe. Mauvaise herbe, pardon. Mauvaise herbe, du coup, de Caron, c'est ça? Ouais. On parlera aussi du Grand Bain. Yes. Et moi je parlerai vite fait de Freaks, qu'on a vu aux en avant-première aux Utopiales de Nantes. Du coup, pour commencer, vu qu'on de toute façon on a fait moite-moite les Animaux Fantastiques et puis les Mauvaises Herbes, je propose qu'on commence par les Animaux Fantastiques, si vous voulez bien. Allez, c'est parti, c'est la star. Qui veut donner son avis sur les Animaux Fantastiques qui est sorti ce mois de novembre? Normalement. Moi Non, moi je ne l'ai pas vu. Ok, bah vas-y, je me lance. Du coup, alors moi j'attendais beaucoup ce deuxième opus des Animaux Fantastiques, tout simplement parce que j'avais beaucoup apprécié le premier et que surtout j'avais absolument rien attendu du premier et que ça avait été une super bonne surprise. Donc là, vraiment tout l'inverse, grosses attentes sur le second. Donc j'ai été hyper contente de revoir tout l'univers d'Harry Potter parce qu'entre temps Netflix a eu la bonne idée de nous diffuser les 8 films des 7 ouvrages qu'on a pu s'empiffrer avec plaisir sur tout le début du mois de novembre. Donc grosses attentes et résultat un petit peu mitigé. Donc l'idée du podcast là c'est qu'on ne spoile pas. Mais pourquoi mitigé? Parce que alors j'ai trouvé que la première partie c'était hyper fouillis. En gros, pour la faire courte, il y a toute une myriade de personnages. Là où sur le premier opus on s'était bien focalisé sur 4 personnages qu'on avait bien appréciés, qu'on avait à cœur de retrouver là sur ce second opus. Là pas du tout, en fait on a revu ces 4 personnages mais on a ouvert sur plein d'autres caractères et du coup c'était assez compliqué de suivre le pourquoi du comment, qui cherchait qui et pourquoi entre Paris, entre la Grande-Bretagne, entre les États-Unis et tout. Donc j'ai eu pas mal de mal à me mettre dedans. Et puis au bout d'un moment dans le film, quand t'arrives à remettre les bonnes pièces du puzzle et recomprendre où le scénariste a envie d'aller, tu te laisses bien mieux embarquer sur la deuxième partie. Il y a eu un bon twist sur la fin, donc je vais pas spoiler, mais je trouvais que c'était assez intelligent de la part de J.K. Rowling d'amener tout le propos du film, notamment sur ce qui oppose les sorciers dans les années folles. Et donc in fine je suis assez mitigée, plutôt contente et j'ai envie de voir la suite. Par contre ce que je retiens c'est que ça reste quand même un épisode qui va préparer d'autres films et j'ai appris après avoir vu le film qu'au total il y aura je crois 5 films et si j'avais su ça avant d'aller voir le film je pense que j'aurais été peut-être moins en attente. Mais du coup voilà, intéressant mais au début un peu paumé, un peu déçu. Je vous laisse les gars partager aussi, mais j'ai été hyper évasive. Non, mais je trouve que tu as dit des choses. Enfin, je suis assez d'accord avec certaines choses. Paco, du coup, t'en as pensé quoi? Moi je vais rejoindre Justine sur quasiment tout ce qu'elle a dit. Pour une fois. Non mais là vraiment ouais. On est d'accord. Peut-être faire un court synopsis juste du film en question et tout. Bon, même si celui-là par rapport aux autres il en a moins besoin à mon avis, mais où on reprend vraiment la suite directe quasiment du premier. Grindelwald a été emprisonné, l'ami Norbert Dragono est retourné dans son Angleterre natale. Bref, voilà, Grindelwald va faire une évasion assez spectaculaire en quelque sorte et essayer de rallier à sa cause des sorciers sang pur principalement, mais pas que, pour que les sorciers deviennent en quelque sorte la race dominante de la planète, là où sa place est due à son goût. Donc moi, je rejoins vraiment totalement Justine sur le fait que... Et pourtant, putain, il n'est pas dénué de points positifs. Hein. Vraiment, visuellement déjà, je trouve que c'est une claque. C'est vrai que quand tu revois le premier Harry Potter et quand tu vois ça, tu te mets à rêver de ce qu'aurait pu être Harry Potter aujourd'hui. Mine de rien, c'est visuellement complètement dingue.
Les décors sont impressionnants au niveau des lieux choisis, je trouve ça absolument génial. Mais c'est vrai qu'on sort avec un vrai sentiment de frustration, où comme tu l'as dit, c'est typiquement l'épisode qui prépare la suite. Donc le twist de fin, il est génial. Il y a un potentiel pour le reste de la saga qui est absolument énorme. Mais en attendant, c'est un film qui laisse un peu sur sa fin parce que, comme toi, moi le premier, j'ai eu très peur pour aller le voir. Laura à la limite m'a forcé en me disant j'ai vraiment peur d'être déçu. C'était une grosse surprise. J'en suis ressorti avec le sentiment d'avoir vu un des meilleurs films de toute la saga. Pour ma part. Le premier. Ouais. Et là, donc, du coup, forcément, j'étais comme un fou en mode, pourvu que ça continue. Et c'est pas un mauvais film, mais voilà, on est dans ce syndrome le problème. Ce film, on connaîtra sa valeur qu'une fois que la saga sera terminée, finalement. Moi, je me suis fait la réflexion un peu triste qu'on peut se faire parfois au ciné, au bout de 30 minutes, de se dire putain, mais qu'est-ce qu'ils essayent de faire et j'adore tout l'univers, et j'adore Norbert Dragono, j'adore tout ce qu'ils ont essayé de faire. Et là, je me sens trop mal de pas aimer ce qu'ils essayent de me montrer. Donc ouais, pas mal de craintes sur le début, mais un bon film. Ouais. Et toi, Nono? Moi j'ai pensé, alors je suis assez d'accord sur le fait que c'est un film qui prépare 3 autres films derrière, ça se sent un peu. Moi, ce que j'ai retenu du film, c'est un film hyper brouillon. En fait, il y a plein de scènes en trop, ou mal amenées, ou mal rythmées. Mais dans tout cette espèce de bordel, il y a quand même des trucs hyper bien. Pour moi, la réussite du film, c'est quand même... la réussite du film, pour moi, c'est Albus Dumbledore et Grindelwald. Moi, j'adore, que ce soit les acteurs, leur interprétation, toutes leurs scènes. Moi, je trouve ça parfait. Même Johnny Depp. Franchement, c'est le même acteur que dans les films Harry Potter pour Dumbledore. Ah non, c'est Jude Law. Et franchement, moi, j'ai vu le film, je me suis dit, putain, mais il a tout compris. Je veux dire, le mec qui joue Albus Dumbledore de la Coupe de Feu au dernier épisode, lui, pour moi, il est pas du tout dans le ton du livre, alors que là, Jude Law, il est complètement dans le personnage. Donc pour moi, c'est la réussite du film. Je suis un peu déçu de Norbert Dragono et puis des 4 autres personnages dont tu parlais, des 3 autres personnages du premier film, parce que là où dans le premier film, je trouve qu'ils étaient... tout s'imbriquait parfaitement, là, j'ai l'impression que c'est prétexte, donc ça, c'est un peu décevant. Donc ouais, pour moi, la réussite du film, c'est Albus et puis Grindelwald. Après, voilà, c'est un film brouillon, il y a des choses en trop, etc. Les amourettes alourdissent, clairement. Ouais. Il le rend un peu là où c'était bien, je trouve, dans le premier, moi j'aimais beaucoup la relation entre Queenie et Jacob le Moldu. Exactement. Là, c'est forcé, c'est poussif, c'est vraiment dommage. Voilà, je pense que vous avez tout dit. Le dernier truc sur lequel je veux arriver, le film est brouillon et dans les scènes d'action, je trouve que ça se ressent. Je veux dire que c'est un peu comme dans les films Marvel ou DC, ça devient illisible en fait. Genre l'évasion de Grindelwald, il y a des très bons trucs. Mais putain, ça cut, tu vois une image en 1 seconde et paf. Enfin, je veux dire, alors c'est pas Michael Bay ou c'est pas Taken, tu vois, mais c'est quand même, des fois je me disais putain, mais je vois rien en fait. Je comprends pas ce qui se passe. Pour moi, c'est la seule, parce que les autres scènes d'action, à la limite, c'est marqué. Celle-ci, je suis d'accord, parce moi, la dernière, il a décidé de faire ça de nuit avec de la pluie. Ouais. Donc effectivement, ça rend le truc. Moi, j'ai pensé ça à la dernière aussi. Ah, tu vois, ça m'a moins choqué sur la dernière. Moi, sur la dernière, j'étais là, putain, mais c'est peut-être joli, mais je comprends rien à ce qui se passe, quoi. Donc, il y a des très bons points dans le film, et en même temps, à la fin du film, je suis sorti et j'ai dû réfléchir à tout ce qui se passait au début parce que j'avais oublié la situation initiale, en fait. Ce qui se passe, il y a plein d'intrigues, de sous-intrigues, il y a trop de personnages, et voilà. Il y a un truc que j'ai trouvé assez courageux, qu'on voit assez rarement. Et là, sans spoiler, en fait, il y a quand même une relation amoureuse entre Albus Dumbledore et Grindelwald. Ah ouais, là, c'est flagrant. Et c'était déjà un petit peu amené par J.K. Rowling quand elle a un peu débriefé le. Ah ben, elle l'a dit ouvertement sur Internet. Hein. Ouais. Sur Internet, quelqu'un leur a demandé, elle a dit ouvertement qu'ils étaient c'était une relation gay. Et on parle quand même de Jude Law et de Johnny Depp, qui sont quand même deux acteurs des années 90-2000, beaux gosses, hétéronormés, hyper commerciaux. Et là j'ai trouvé ça assez intéressant
que, alors c'est pas clairement amené, c'est quand même assez subtil, mais on comprend assez bien qu'il y a quand même une relation amoureuse entre eux dans leur jeunesse. Et je trouve que c'est assez courageux, et enfin en 2018, on arrive à assumer que des acteurs hyper bankable sont aussi capables de pouvoir jouer des rôles d'hétéros comme d'homos. Et ça, j'ai trouvé que c'était bien, et je trouve ça cool qu'un blockbuster comme Les Animaux Fantastiques de la saga Harry Potter puisse amener ça au grand public. Ouais, c'est vrai. Mais pour ceux qui n'étaient pas forcément au courant, parce que nous on a vu le film en plus avec Martin, le collègue de Laura et tout, et eux ils n'ont pas trouvé ça ultra explicite, justement. Ils s'attendaient à ce que ça soit un peu plus. Bon, après, je leur ai dit, il faut pas s'attendre à une scène de cul comme dans Game of Thrones, quoi. Mais voilà, c'est limite s'ils disaient oui, non. Et pourtant, si, c'est vrai que. Je pense que c'est peut-être encore trop tôt pour rendre la chose plus explicite en l'occurrence, c'est bien dommage, mais c'est peut-être le cas. Subtil, mais t'as quand même des signes effectivement où Laura le disait elle-même, 200 formes de cul. Mais dans La Belle et la Bête, ça avait fait hyper scandale, que du coup, je sais plus qui était amoureux de Gaston, je sais plus le nom du personnage qui jouait un peu son sous-fifre. Et ça avait fait, il y avait eu des grosses levées de boucliers de toutes les associations pro. Un papa, une maman, bref. C'est parce que c'est Disney. Ouais, peut-être aussi parce que c'est Disney, mais du coup, ça avait beaucoup plus fait parler. Et là, du coup, ça reste aussi un blockbuster, et c'est assez subtil, mais c'est quand même bien amené si jamais tu arrives à comprendre qu'il se touche quand même la main, etc. Donc c'est intéressant. Oui, ils sont touchés la main. Moi, je voulais vous demander. Ils se touchent la main, j'ai cru qu'il y ils sont touchés la nuit. Harry Potter que moi, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir vu le premier pour comprendre le deuxième? Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir vu Harry Potter pour comprendre les Animaux Fantastiques? Non. Mais il faut avoir vu le premier. Maintenant développé. Voilà. Non, mais le deuxième est vraiment la suite directe du premier. Donc il faut avoir vu le premier, ça c'est indispensable. Par contre, après, vu que l'action se situe largement avant l'action d'Harry Potter, finalement. Là où le mec qui a vu Harry Potter, il va avoir des frissons forcément quand de nostalgie, il y a certaines références à la saga d'origine qui font que t'es trop content de les retrouver. Mais tu peux tout à fait, une fois que tout est fini, finalement, tu peux faire comme les gens qui découvrent Star Wars aujourd'hui, finalement le faire d'un point de vue chronologique en termes de, pas de sortie de film, mais en termes de chronologie de l'histoire de l'action filmée, quoi, en l'occurrence. Il n'y a pas de souci, Mais là où moi je trouve c'est bien joué sur le fait de revenir à des choses qui sont dans la saga Harry Potter, genre Poudlard, tout ça, c'est que c'est pas gratos, ça sert le récit qui est bordélique, mais au moins cet axe-là est clair et c'est bien fait. Et Dumbledore, Jude Law incarne vachement bien. Donc ouais, c'est pas gratos, c'est bien fait, c'est fait intelligemment sur ces trucs-là, les références en tout cas. Rapidement, vu qu'elle est pas là, mais elle aurait dû être là, Laura, elle aurait bien plus défendu le film que on l'a fait, elle l'a vraiment beaucoup aimé. Qui Laura. Qui Madame. Et elle a vraiment beaucoup aimé le film, et c'est vrai que quand je lui disais que moi je trouvais que c'était vraiment un film qui préparait sa suite et tout, elle me disait, et à juste titre, oui, non mais... on pourra vraiment juger qu'une fois que la saga sera terminée. Et c'est vrai que on en parlait à titre de comparaison, Star Wars 2, l'attaque des clones. À la sortie du cinéma, j'étais outré. J'avais l'impression de m'être fait arnaquer comme pas possible. Quand je regarde la saga aujourd'hui, il me semble indispensable. Ah ouais. En l'occurrence, oui, il y a des moments extrêmement longs et dispensables. Et gênants aussi. Et gênants. On voit de quelle scène on parle. Par contre, en termes d'information et de background dans l'univers, il est absolument génial, je trouve. Et peut-être qu'après coup, une fois que la saga sera terminée, on se rendra compte que ce film se devait de multiplier toutes ses pistes. Ce film, je pense qu'il se devait pas forcément développer certaines amourettes à ce point-là, mais peut-être qu'il prendra vraiment beaucoup sens une fois que tout sera terminé. Et ça, du coup, on le saura dans un an. Ou plus même. Du coup, vous avez vu un film du coup qui a pas de suite, c'est Mauvaises Herbes, c'est ça? On ne sait pas, peut-être. Du coup, nous on n'en sait rien du tout, on connaît rien du tout du film. Enfin moi je connais vraiment rien du tout du film. Alors du coup, vous l'avez vu? Vous donnez votre avis? On en sort. Il est sorti à 18h. Tu te sens faire un temps. Vas-y. Si vous voulez. Allez. Qui a envie de passer derrière Paco? Alors, Paco. Antoine. C'est l'histoire du jeune Wael qui vit d'arnaque, en gros, avec, on va dire en quelque sorte, une sorte de mère adoptive, Monique, jouée par Catherine Deneuve. Donc voilà, en vivant de petites arnaques dans les centres commerciaux. Et jusqu'au jour où ils vont arnaquer malencontreusement Victor, un très vieil ami de Monique,
Victor joué par André Dussolier, et qui va se finir, vaille que vaille, par proposer un job d'éducateur spécialisé à Wael, qui devra encadrer 6 enfants en difficulté, ce à quoi Wael va s'en sortir avec se révéler plutôt doué, en l'occurrence. Il est joué par qui? Kairon. C'est lui qui Kairon joue dans son... Voilà. C'est son deuxième film, et à chaque fois il joue dans ses films. D'accord. Ok. Et vous en avez pensé quoi? Comme vous voulez. Il n'y a pas eu un énorme temps de digestion parce qu'on vient tout juste de sortir du ciné. Ouais, c'est un peu à chaud là, mais... Ouais. Je sais pas si je commence... je suis sortie... j'ai pas détesté, donc ça va. Enfin, c'était bien. Non, mais je veux dire, je pense que j'ai passé un bon moment, j'ai un peu rigolé. J'ai eu du mal à rentrer dans la première partie. Je trouvais que c'était un petit peu mal joué au tout début. Je suis entièrement d'accord. Ouais. Au début, je me suis dit, oulala. Ouais. Et puis après, finalement, ça s'est amélioré le début. Ouais. oui, non, mais ouais. Et puis en fait, après, j'ai réussi à rentrer dedans. Ça allait vachement mieux. J'ai adoré Catherine Deneuve en personne âgée. Enfin, en personne âgée. En vieille. Je veux dire, tu n'es même pas depuis 5 minutes dans le film, tu dis t'es vieille. Je l'ai trouvée très belle, enfin, ça lui allait vraiment très bien. Et bon, après, c'était un film sympathique. Par contre, il y a quelques moments un peu absurdes. On en parlait avec Paco un peu tout à l'heure, je sais pas trop si je peux le dire. Paco hoche la tête. Ouais, il y a eu des moments absurdes qui n'ont pas trop servi le film, enfin au contraire qui décrédibilisent un peu le truc. C'est dommage. Ils auraient dû faire autrement. Après, c'était peut-être voulu, recherché, peut-être pour le comique, je sais pas trop. Bon, voilà. Et par contre, moi, ça m'a bouleversée. Enfin, j'ai adoré toute la partie qui se passait sur le passé de Whale, sur le passé de Whale, donc son enfance. Enfin, toutes les scènes ont été géniales. L'enfant, il joue trop bien. Par contre, c'est le meilleur acteur. La vraiment, bonne sœur. Non, mais c'est vrai, en plus, par contre, il est mais très, très le bien. môme, il joue, il est touchant, il est mignon. Enfin, on peut que le dire comme ça, il est craquant. Et en plus, il joue hyper bien. Et c'est franchement, je trouve que c'était fort, toutes ces images, et c'était bien filmé. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment adoré tous ces passages-là. Et j'ai bien aimé, en fait, cette mise en parallèle. Du coup, on voit Kairon évoluer et commencer à travailler avec les jeunes. Voilà. Et en parallèle, c'est mis avec l'histoire de son enfance, quoi. Ouais. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça génial. Ça, c'était vraiment beau. Ouais. Je te rejoins un peu. Je trouve qu'il y a deux différences de qualité dans le film entre le film et puis le passé du personnage principal. Les scènes qui révèlent petit à petit l'enfance du personnage principal dans le film, elles sont géniales. L'enfant, il est trop mignon, il joue trop bien, et c'est des scènes super dures qui sont super bien filmées. C'est très dur, par contre. Dès le début, on a droit à un petit morceau du passé du personnage principal, et j'étais à fond direct. C'est hyper efficace, c'est hyper triste, t'as de l'empathie directe pour le personnage, mais t'ignores encore que c'est le personnage. Bon, c'est pas spoilé, mais... Et ouais, effectivement, du coup, après, moi j'ai plutôt bien aimé, j'ai passé un bon moment, j'ai quand même regardé ma montre à 20 minutes de la fin, ce qui est toujours révélateur de petites longueurs chez moi. Bon, globalement, après, c'est un scénario, je trouve... il est pas long, 1h40. Ouais, je crois. C'est un scénario qu'on a quand même déjà vu beaucoup de fois, je trouve. Ça part... premier exemple qui me vient, c'est Sister Act, le personnage sympathique qui va élever les autres grâce à la culture, à l'ouverture d'esprit, etc. Mais il y en a eu un paquet de films comme ça. Bon, après, je trouve que les enfants, ils jouent très très bien, je trouve. Je trouve par contre que... pas très très bien, mais par contre, je trouve que les adultes... je crois que c'est pas des acteurs en plus. C'est vrai. C'est pour ça qu'il y a des scènes très spontanées, je trouve, des gamins. Mais globalement, j'ai passé un bon moment, mais dès le début du film, il y a des scènes où le jeu d'acteur, je me suis dit, c'est pas possible. Remarque, Catherine Deneuve nous fait une petite farce au début, parce qu'on se dit, putain, qu'est-ce qu'elle joue mal, et en fait, elle joue la comédie, donc effectivement, elle joue mal la comédie en jouant son rôle. Inception. C'est ça, mais non, globalement, c'était un bon film. Sur 10, moi, je dirais que je lui mets 7. Après, bon, le scénario est pas... Ouais, parce que l'histoire est touchante, mais ça m'a bien plu. parce que tu sors... Oui, t'as pas regardé ta montre non plus à dire... Par contre, je pense il a regardé ça. Il a clairement regardé ça. Ah ouais, pas cool. Si j'en avais une, je l'aurais fait. Mais voilà, c'est un film plein de bons sentiments avec quelques facilités scénaristiques, surtout à la fin. Je trouve que ça va très vite. C'est dur de pas spoiler, putain. Mais bon, globalement, c'était plutôt un bon film, je trouve.
Qu'est-ce que t'en penses, Antoine? Moi, j'ai pas vraiment aimé. C'est vrai. En fait, le vrai. C'est vrai parce qu'il y avait une nana à côté de toi qui bouffait du popcorn. Non, parce qu'elles m'ont proposé, donc ça va. Non, mais en plus, je suis super frustré parce que du coup, j'ai découvert le premier film de Kairon il n'y a pas si longtemps, Nous Trois Rien. Donc, du coup, en fait, j'ai été voir Mauvaise Herbe parce que j'avais entendu de bons échos sur ce film. J'ai regardé ce film et je me suis dit, putain, c'est mérité parce que c'était très touchant. Et ce qui était super balèze, je trouve, c'est que dans des moments très durs, il arrivait à mettre des scènes de comiques, de situation vachement couillues, quoi. Je trouvais le parti pris absolument génial et c'est pas exceptionnel, mais c'était bon, c'était frais, voilà. Ah là, putain, j'ai l'impression d'avoir vu un ressassé de trucs, plein de trucs qu'on a déjà vus. Je suis d'accord sur le jeu d'acteur où c'est un peu troublant, effectivement, et même Kairon lui-même. Hein, il y a des scènes où il est juste, il y a des scènes où tu crois pas. Je crois d'ailleurs que voilà. C'est peut-être l'un qui déconne le plus. Et voilà, mais ouais, et du Solien un petit peu au début. C'est bien, mais en fait, moi j'ai l'impression, sur ce film, j'ai l'impression de le voir en stand-up, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression de le voir en tant qu'acteur de film, j'ai l'impression de le voir en tant que mec qui fait du stand-up. Et en l'occurrence, ce film, c'est un sketch qui marche pas complètement, quoi, je trouve. Et c'est très troublant parce qu'effectivement on a des scènes de flashback. Alors on pourra dire ce qu'on veut parce qu'effectivement elles sont très fortes, elles sont très dures et le petit joue super bien. Mais du coup elle a des natures complètement avec le reste du film qui se veut ultra léger, qui est super bancal, qui est filmé comme une daube contrairement justement aux scènes de flashback. Ce qui fait qu'en fait les scènes de flashback finalement, moi c'est tout con mais il y a une scène dans Les Animaux Fantastiques et moi j'ai dit à mon frère et tout, il y a une scène mais j'en aurais chialé tellement elle m'a fait mal quoi, papa que je suis. Et là en l'occurrence, j'ai moins souffert dans ce film où des choses beaucoup plus dures me sont montrées en l'occurrence. C'est étrange parce que je sais pas, j'ai du mal. Dans son passé ? Mais oui, les scènes de son passé finalement me font moins mal. Je dirais pas jusqu'à dire qu'elles m'ont pas touché. Je me sens moins atteint parce que du fait que ensuite paf directement on repasse au film où là on est sur un ton complètement différent et je sais pas, la jonction est pas très bonne, la fusion n'est pas très bonne à mon goût et c'est très maladroit en fait. Même au niveau de certaines vannes, je trouve que c'est super maladroit en termes de homophobie, grossophobie, légèrement des fois, des trucs très limites. À mon goût. Voilà. À mon goût, très limite. Encore une bonne note pour le cinéma français. Ouais. Bon, c'est vrai que je le passe à 6 en fait. Non, mais. Et c'est dommage, j'ai énormément d'affection pour Kairon et ce qu'il fait en général. Hein, il a fait un premier film. Ouais, mais dont je parle, et qui est vraiment bon. Ouais, par contre, alors je conseille Nous Trois ou Rien, qui est vraiment super. Qui est très bien, oui, il paraît. À mon goût. Les scènes dans son enfance, elles sont quand même magnifiques. Oui, mais le problème, c'est que c'est pas le film en fait. Voilà, ouais, par contre, je suis d'accord que t'as l'impression de passer de l'un à l'autre, c'est un peu bizarre. Mais tu vois, c'est comme si tu bouffes une tartine de vieux pâté et t'as de la chance d'avoir un peu de foie gras dedans de temps en temps, quoi. Mais du coup, c'est bizarre parce que ça va pas ensemble. C'est très étrange. Ouais. Ça ne se marie pas super bien, forcément. Ta comparaison est très bizarre. Moi, j'aime pas l'éducateur. Moi, j'aime pas le foie gras. Non. J'adore ça. Ouais, mais il joue bien. L'éducateur ? Ouais. Quand je dis il joue bien, l'éducateur pas gentil. L'éducateur entre guillemets. Ouais. D'accord. Ah non, mais moi je l'aime pas. Mais c'est peut-être non, mais pas. Oui, parce qu'il est antipathique en fait. Voilà. Ah bon ? Ouais. Je sais pas, le seul souvenir que j'ai de lui, je crois qu'il jouait dans HeroCorp. Il me dit quelque chose en tout cas. Il jouait dans HeroCorp. D'accord. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin voilà, ouais, c'est. Ok, pas un chef-d'œuvre. Ouais. Mais je crois que Maëva sympathique encore moins aimé moi que Paco l'a débriefé. Pour le coup, moi je me sens désolé pour vous parce que je pense vous avez hésité avec les Animaux Fantastiques, j'ai largement préféré les Animaux Fantastiques. Ouais, mais ça rentrait pas dans le temps. Ouais. Bon, tu déconnes, on a commencé à 22. Bah oui, à la base on avait rendez-vous à 20h. Non, mais moi je regrette pas. Mais pour une fois, on a fait l'effort d'aller le voir en VO ce film. Oui, c'est vrai. C'est bien celui-là, ils ont fait un effort, le CGR, ils ont mis toutes les séances en VO. Ouais, ça, c'est vraiment chouette, ouais. Et j'ai tout suivi, j'ai pas regardé les sous-titres. Je regarderai l'autre de Kairon pour voir un peu. Le quoi tu regardais de Kairon ? L'autre film de Kairon. Ouais, Nous Trois Rien. Vraiment celui-là, parce qu'il y avait de bonnes critiques que presse. Je le conseille, il est vraiment il est touchant. Pour lui, vraiment, je trouve. Et surtout, enfin, moi, c'est quand même une lièvre et un peu de tir à l'arme, quoi. C'est le style, allez, viens pleurer un coup, tu vois, ça te tire comme ça. Ouais, tout ce que tu dis. Je trouve que c'est trop. Comment on appelle ce type de film, en fait ? Est-ce que c'est une comédie familiale ? Une tragicomédie. Quoi ? Une tragicomédie. Comédie dramatique, voilà. Voilà,
Voilà, c'est sur ce soupir que nous finirons. Allez, Cet avis à la suite. sur la mauvaise herbe. Du coup, Justine, Alors. toi, t'as vu Le Grand Bain Ouais, avec Oh, Laura, yeah. si je me trompe avec pas. Lolo, ouais, qui est pas là. Qui? Lolo. Mais elle a adoré. Mais Elle a adoré. ouais, Ah ouais. on a vraiment bien kiffé avec Lolo. Donc Le Grand Bain, en résumé, c'est quoi? C'est une bande de gros losers, des mecs, qui sont tous, pour des raisons un peu différentes, mais aussi un peu similaires, un peu paumés dans leur vie et qui se décident en fait à se lancer dans de la natation synchronisée. Mais tu triches là? Oui, bon, j'ai relu le résumé halluciné, mais parce que je suis pas aussi douée que Paco pour faire des personnes. C'est vrai. Et du coup, en fait, ils se lancent dans la natation synchronisée. Il faut savoir que c'est encore une discipline réservée qu'aux femmes en Ah bon? France. Ouais, C'est vrai. exactement. C'est où ça? Et, C'est vrai que c'est ça qui est génial. Ouais. et du coup, en fait, eux, ils font ça non pas pour vraiment faire de la natation synchronisée, parce qu'on voit rapidement qu'ils sont plutôt très nuls et plutôt très mal entraînés par Virginie et Fira, mais plutôt pour essayer de se libérer un peu de toutes leurs névroses qu'ils essayent d'accumuler chacun et qui vivent un peu ça comme une thérapie. Sachant qu'au bout d'un moment, ils vont se retrouver un peu malgré eux, mais aussi un peu pris dans l'effervescence du groupe dans une compétition plutôt internationale où ils vont carrément représenter la France à un concours de natation synchronisé. Et ce qui est assez intéressant dans ce film, et ce que j'en retiens, c'est que on est toujours sur le fil entre la comédie et la tragédie. Donc c'est un film qui est fondamentalement rigolo, avec notamment Philippe Catherine, avec Benoît Poelvoorde, avec Guillaume Canet, qui sont vraiment très drôles, et chacun dans leur registre. Donc Benoît Poelvoorde fait du Benoît Poelvoorde, Mathieu Amalric, attendez. Amalric, ouais, C'est fait des du acteurs Mathieu très Amalric, ouais. des acteurs très différents. Ils sont quand même. tous très différents et chacun joue sur son propre registre de comédie. Donc bon, t'es pas déçu et en même temps t'es pas surpris, mais c'est cool comme ça. Et chacun en fait arrive à très bien trouver sur son rôle hyper comique la petite faille qui fait que au bout d'un moment tu sais plus trop s'il faut rigoler ou pleurer et tu te retrouves dans cette espèce de mix de sentiments qui rend le truc hyper intéressant et beaucoup plus intense que ce que tu penses. Typiquement, sans spoiler encore une fois, Philippe Catherine qui joue le rôle de quelqu'un d'assez simplé, qui gère la piscine, à un moment il nous fait bien marrer pendant tout le film, et moi la première, et c'est pas mon genre d'éclater de rire dans une salle de ciné, et Dieu sait que ça arrivait plusieurs fois pendant cette séance. Mais là du coup, à un moment tu rigoles et 2 secondes après t'es pris un peu genre en mode putain waouh. Et je trouve que c'est assez fort pour un film et surtout pour une comédie française d'arriver à nous faire jongler comme ça entre ces deux états. Après, une deuxième chose que je retiens de ce film, c'est que il joue clairement la carte de la comédie à fond. Et on n'est pas forcément dans de la parodie, mais on assume clairement le fait que ce soit un film marrant et que du coup on pousse vachement les traits, on pousse vachement l'intrigue et on se fait plaisir en fait. Là où j'aurais pu être un peu plus récalcitrante, peut-être il y a quelques mois, quelques années, là en fait je me suis vraiment laissée porter par le film et une fois que tu acceptes ça, qu'il y a un côté un peu irréaliste, comme un peu toutes les comédies françaises mais pas que, tu kiffes davantage, sachant que voilà, ça tire des traits, ça explore des scénarios qui sont pas forcément réalistes, mais du coup c'est pour ça que tu kiffes. Donc en somme, un très bon film, et on a bien rigolé avec Lolo, ça nous a fait beaucoup de bien. On y est allé un lundi soir en début de semaine, il commençait à faire pas beau, c'était vraiment la loose, et on a trop kiffé. VO ou VF? VO, VF, les deux, parce que finalement je suis bilingual dans tout ce qui est Poelvoorde français et est belge. belge, hein, donc Exactement. Une fois. Ouais. une fois on pourrait se poser la question. Donc ouais, c'était cool le grand, c'est très cool. Ok, bon c'est cool. Enfin un bon film. Enfin bon film. Tu mets tout le monde d'accord vu que je suis toute seule. Ouais, c'est clair, du coup, Ça. pour l'instant, c'est celui qui a le plus de voix dithyrambiques. Une. Bon non. Voilà, une. Laura sera là, je pense qu'elle aura, elle aura le même avis. Laura, putain, même mes parents, ils ont tous. Ouais. Est-ce
que vous voulez parler des bandes annonces qui vous ont plu? Non, attends. Moi, du coup, je voulais juste parler d'un film que j'ai vu. Bah, je suis pas tout seul, Justine était avec moi de toute façon. Et oui. Tu veux en parler aussi? Parce que du coup, tu parlais du Grand Bain en deuxième, mais. Mais vas-y, il nous explique. Justine a vu tous les films de toute façon. Ouais, non, mais du coup, c'est très bien. Du coup, moi très stylé. Le dernier film dont on va parler, c'est Freaks. Je suis un gros bâtard, j'ai oublié de reprendre le nom du réalisateur. Pourtant on l'a vu ce monsieur. Ouais, on l'a vu. C'était une avant-première. C'était une avant-première aux Utopiales de Nantes, le festival de science-fiction. C'est son premier film en plus, donc je suis vraiment désolé. Donc c'est Freaks. Tu le préciseras dans les commentaires. On pourra le préciser dans les commentaires. Moi, c'est un film que j'ai bien aimé. Après j'ai pas complètement adoré et je vais expliquer pourquoi. C'est un film qui repose sur un twist, sur un pseudo twist on va dire, donc ça va être très compliqué d'en parler, mais je peux vous parler au moins du début. Le synopsis, c'est que le synopsis, c'est ce que je peux raconter en même temps, c'est que il y a une gamine d'à peu près 8 ans qui vit avec son père cloîtrée dans une maison et elle n'a pas le droit de sortir. Le père l'empêche de sortir. C'est un film de science-fiction, hein. Du coup, il lui apprend que le monde extérieur est plein de dangers, c'est de dangers mortels. Donc, le chat que vous entendez miauler, en fait, c'est le nôtre, c'est Merlin. Excusez-le. Et du coup, dans cette histoire, voilà, il y a un père et sa fille dans une maison, ils sont cloîtrés, ils se protègent du monde extérieur. Le père impose à la fille des règles très précises, elle n'a pas le droit de sortir, elle n'a pas le droit de regarder aux fenêtres. Toute la maison est calfeutrée. Il lui fait répéter un rôle en plus en lui disant tout le temps si un jour tu te fais attraper par des gens de l'extérieur, tu dois dire que t'es normal, que t'es pas spécial, enfin voilà, il y a tout un pitch là-dessus. Et vraiment là-dessus, si je peux rebondir, nous en tant que spectateurs, on est vraiment paumés. Ouais, en tout cas, le début du film. On est quand même dans un festival de science-fiction, mais on se demande si on est dans un remake un peu triste de Du Trou. On se demande si qu'est-ce qu'il en est. On se demande si ça va être un truc hyper glauque. On se demande si c'est un film d'horreur aussi avec des fantômes. Est-ce qu'on peut faire du triste avec du trou? Je suis pas sûr. On s'en fout du politiquement. Mais pour moi, c'est la force du film. Et c'est génial. C'est qu'au début, on est très intrigué parce que ça ouvre le champ des possibles. On sait pas. Ouais. On se demande, on peut tout imaginer. On se dit, est-ce que c'est un truc de schizophrénie? Est-ce que c'est de la démence? Est-ce que c'est que dehors c'est de l'extraterrestre, des fantômes, une dystopie, tout ce que tu veux? Tu peux tout imaginer. Moi, personnellement, quand il y a eu la révélation, c'est un genre de film de science-fiction que j'ai déjà vu et revu sous plein de formes, séries, films. Donc j'ai trouvé ça sympa, mais il y a plein de choses, de codes que je connaissais déjà. Mais pas moi. Mais pas toi. Mais pas moi, qui suis peut-être un peu moins une aficionado qu'Arnaud sur ce type de film. Et pour le coup, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé le film. Et je l'ai trouvé hyper intelligent dans la manière qu'il a été d'être filmé. Parce qu'on sent que c'est un film à petit budget. Et c'est, comme l'a dit Nono, une première réalisation. Voilà, c'est un petit film. Et pourtant, c'est très très intelligent dans la manière dont ça a été filmé et monté. Moi, la révélation, je pense que je la voyais moins venir, parce que je suis moins habituée. Et donc ça a trop bien marché. Et il est au cinéma? Enfin, on peut parce que moi, ça y est, je suis à fond. Hein. Pas encore, ouais. Pas encore. Il achète normalement. Et c'est pour bientôt. Et le genre dans lequel il s'inscrit, moi, c'était sympa, tu vois. Mais ce qu'il y a avant sa révélation, moi je trouve que c'est la force du film et c'est quelque chose qui reste. La force du film, c'est la relation entre le père et la fille. Vraiment, moi je trouve qu'il y a déjà la gamine, elle joue extrêmement bien. Ça rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure sur le film de Caron. La gamine joue vraiment trop bien. Et le père, il est joué par Emile Hirsch, un acteur que j'adore, qui joue dans Harvey Milk, dans Into the Wild, dans plein d'autres films. Speed Racer, faut que je joue d'ailleurs des sœurs Wachowski. Et donc voilà, moi je trouve que la relation amour-haine, je spoil pas, hein, voilà, parce elle doit rester à la maison, cette gamine, du coup ça crée des tensions forcément au sein de la cellule familiale. Et du coup, cette relation amour-haine, elle est pas en plus que conceptuelle, ça se répercute dans des actes. C'est hyper fort, c'est hyper dur, c'est vraiment très bien joué. Et pour moi, la force du film, elle est là. Après, le genre auquel ça dévie, le genre de science-fiction,
bon, c'est sympa, mais quand t'en as vu beaucoup, enfin moi en tout cas j'ai trouvé bon. Ouais. Bah moi du coup je suis pas totalement d'accord avec Nono, comme je l'ai dit. Je suis d'accord dans le fait que comment l'histoire se monte, c'est extrêmement malin. À savoir que vraiment le spectateur est complètement paumé et tu kiffes vraiment être paumé dans qu'est-ce qu'il essaie de montrer. Est-ce que c'est limite incestueux cette relation entre le père et la fille? Est-ce que c'est vraiment de la science-fiction? Est-ce que c'est du cinéma d'horreur? Non, vraiment en fait l'ambiance est très malaisante, très malaisante. La photographie aussi fait ça aussi. Et c'est vraiment, et t'es très oppressé et ça c'est très bien rendu et au début c'est presque à huis clos, donc c'est vraiment top. Moi j'ai trouvé que le twist était intéressant et que sur la deuxième partie du film ils avaient réussi à avoir cette intelligence dans la manière d'avoir filmé toutes les scènes qui ont fait que ça devenait attelant sans forcément débourser des millions comme on peut le voir aujourd'hui sur des blockbusters ou des films américains. Et pour étayer mon propos, attention, je pose ça là. Ça a eu le prix de la critique au Festival de la science-fiction à Nantes. Donc il faut savoir que c'est quand même un événement où il y a pas mal de films en compétition. Il y a notamment le prix, je pense, du jury, il y a le prix du je sais pas quoi pour les courts-métrages, le prix machin, le prix bidule. Et nous, à la fin de la séance, on avait été invités à donner notre opinion sur le film, à savoir très bien, passable et médiocre. Et c'est le film qui a reçu une des meilleures, enfin en tout cas la meilleure critique parce qu'il a eu le prix du public. Grâce à vous. Grâce à moi, peut-être un peu moins vis-à-vis d'Arnaud. Moi j'ai pas dit que c'était très bien. Moi j'ai trouvé ça très bien. Voilà. Arnaud a dit que c'était bien, moi j'ai trouvé ça très bien. Mais du coup, je pense que c'est intéressant de le voir. Et de notre côté, ce qui a pu jouer aussi en la faveur du film, qui sera peut-être pas votre cas parce qu'en tout cas on en parle, c'est que c'était totalement fortuite. On s'est retrouvés à ce festival complètement par hasard parce qu'on a un pote qui nous en a parlé, on s'est chauffé la veille pour le lendemain, d'ailleurs on était censé faire une soirée, on a tout annulé et hop on s'est barré. Désolée. Nous sommes retrouvés seuls pour faire un bowling. Et mais non, en plus les coachs, ils étaient là. J'ai voulu appuyer, j'ai voulu faire Kéron, tu vois, mais en fait non, on a fait un bowling. Mais bref, tout ça pour dire que du coup on s'attendait à rien. On a vachement kiffé le festival qui est vraiment cool en termes de contenu, les conférences étaient chouettes, on a bien kiffé aussi tout ce qui était jeux de société et donc on est allé voir cette séance un peu par hasard, on n'avait eu aucune info et on a eu la surprise d'avoir un très bon film en face de nous, donc c'est peut-être aussi ça qui a joué en la faveur, mais je recommande. Bah, très bien. Vous écoutez religieusement. Ah ouais, c'est clair. Et Marlin a arrêté de mieux. Le titre du film en plus il est Freaks, ça fait référence à. Enfin, il y a le sens aussi de Freaks, monstres marginaux en anglais, et du coup le film il parle de ça, de la. Comme tout bon film de science-fiction, ça utilise un truc imaginaire pour parler d'un truc très présent. Et du coup, ça parle de des sociétés bien lisses, bien propres, des gens qui sont bien dans le cadre, bien normaux. Et ça met en opposition des gens qui sont marginaux, qui sont pas dans le cadre et pas normaux du tout. Voilà, qui sont ailleurs, quoi, et qui sont mis de côté ou violentés même par la société. Et ça, c'est plutôt le film est plein de symboles. Hein. Mais bon, c'est propre au genre, mais je peux pas en dire plus vis-à-vis de ça. Est-ce qu'il y a d'autres films dont on n'a pas parlé et que vous avez vus? Il n'y en a pas qui voulaient parler de films Netflix, ça moi j'ai pas vu ce film Netflix récemment sorti, mais non, c'était pas. Non, on a proposé pour la prochaine fois. Du coup, on s'empêchera pas de parler des sorties films, même sur Netflix. On s'en empêchera pas. Parce que c'est du cinéma. Parce qu'on n'a pas de limite. Parce qu'on on est des fous. Parce qu'on est des fous. On est comme du trou, on n'a pas de limite. Ça fait quoi, 2 ou 3 fois qu'on parle de du trou à se faire censurer là. Ah merde. YouTube, non. Qui? Dommage. Non, mais c'est vrai que moi j'ai pas vu Outlooking ni le nouveau film des frères Cohen, mais Laura a commencé, ouais. Mais du coup on s'interdit pas pour les prochaines séances de parler des films Netflix. Juste avant de se quitter, on peut faire l'annonce. Le prochain podcast, de toute façon, c'est le 6 décembre. Oui. Et ça sera sur Angela. Le 6e. Le 6 décembre, pardon. Ah, c'est le 6 sur Angela.
Ouais. Ça doit être le 6 ou 7e épisode. Et ça sera le 6 décembre. Et ça sera sur Angela de Luc Besson. Avec Jamel Debbouze. Avec Jamel Debbouze. Wow. Voilà. Donc on sait pas encore qui sera dessus. Non. Tout le monde. Tout le monde sur Angela. Ouais, Tous les gens Il qui est temps de tirage couper au ce sort va podcast. être fait très prochainement. Je vous tiendrai au courant. D'accord. Mais bah, finalement, Ce qu'on sait le moins, c'est qui sera sur Voyage au bout de l'enfer. Oui, c'est ça. Ouais, qui est juste avant Noël. Angela va être vachement plus dessinée que Voyage au Parce bout que de du coup, l'enfer. le rendez-vous d'après, ça sera le 20 décembre, si je ne me trompe pas. Oui. Et le jeudi 20 décembre. Et là, ça sera sur Voyage au bout de l'enfer. Voilà. Voilà. Bon, sur ce, on se quitte là-dessus. Oui. Et rendez-vous au 6 décembre. Ouais. Bonne soirée. Salut. à Salut. bientôt.